La Cour supérieure chambre criminelle pour les départements à Bruce-Brompton est ouverte. Mesdames, Messieurs du jury, bonjour. Mon nom est Jean Caron et je suis procureur pour suite criminelle et pénale et c'est à moi qu'on a confié le dossier de M. Roy. Mais venons-en à ce qui nous amène ici aujourd'hui. Le 27 août 2014, la constable Geneviève Lemieux, qui est enquêteur au sein du corps des constables spéciaux au Palais de justice de Montréal, commence sa journée de travail. Il est environ 8h30 du matin quand elle reçoit un coup de téléphone. Dès le début de la conversation téléphonique, il devient évident que c'est M. Roy qui lui parle. La conversation fut assez courte, environ 5 minutes. Mais les propos tenus par M. Roy lors de l'appel téléphonique furent jugés suffisamment graves, tant dans la teneur que dans le ton utilisé, pour susciter chez la constable Lemieux une crainte qu'on allait s'en prendre physiquement à la juge. Elle a enquêté, elle a fait une déclaration, elle a fait un rapport, une plainte formelle qui ont mené aux accusations. Pourquoi la juge était visée par les propos de M. Roy? Parce que la juge devait prendre coup sur coup 3 décisions qui déplaisaient fortement à M. Roy. En fait, il venait de recevoir une 3e décision qui concernait la garde légale d'une de ses filles. M. Roy a donc décidé de se faire justice lui-même et a proféré des menaces visant la juge. Menaces qui constituaient, par le fait même, une intimidation d'une personne reliée au système judiciaire. Madame Lemieux témoignera. Elle va nous expliquer quel était son travail à ce moment-là. Sommairement, comment elle en est venue à connaître M. Roy et le contexte derrière la manière dont elle le connaissait et pourquoi. Vous avez mentionné que vous êtes constable spécial. Depuis, vous faites quoi comme travail présentement comme constable? Présentement, je suis constable spécial au Palais de justice de Saint-Jérôme. Je suis constable depuis avril 2008. Et en 2008, vous travaillez à quel endroit? Au Palais de justice de Montréal. Au Palais de justice de Montréal, quelle fonction avez-vous occupée? Lorsque j'ai commencé en 2008, j'étais constable spécial. Puis vers mi-2009, fin 2009, je suis rentré au bureau des enquêtes. J'étais l'exception à la règle, étant donné mon parcours, je suis rentré rapidement au bureau des enquêtes. Bon, vous parlez de votre parcours. C'est quoi ce parcours-là? J'ai un bac en communication et un certificat en criminologie à l'Université de Montréal. Et pour devenir constable, ça prend quoi? J'ai une formation de base donnée par l'École nationale de police de 8 semaines. Le dossier de M. Roy, vous avez été soumis pour analyse. Oui. Dans le cadre de votre travail, est-ce que vous avez été appelé à rencontrer M. Roy? Oui, en fait, moi, j'ai pris charge de son dossier en avril 2014 lorsque je suis revenu d'un congé de maladie. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré M. Roy en avril et en mai à 3 reprises au Palais de justice de Saint-Jérôme lors des procédures dans son dossier famille. Donc, j'ai assisté et j'ai rencontré M. Roy. Est-ce que vous avez été appelé aussi à le contacter par téléphone? Oui, M. Roy et moi, on était en contact téléphonique, je dirais, une fois 2 semaines. Lorsque les dossiers de M. Roy procédaient, il m'a rappelé par la suite pour me donner des nouvelles de ce qui s'était passé dans ces dossiers. Donc, à combien de fois, à peu près, évaluez-vous le nombre de fois que vous avez parlé à M. Roy? Une dizaine de fois. Si je vous demandais d'identifier M. Roy, est-ce que vous seriez en mesure de le faire? Oui. Est-ce que vous voyez ici en salle de cours aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous identifiez ce quoi? Pour les cas de transcription, le témoin indique M. Roy. Alors, constable Lemieux, on va en venir aux événements qui nous amènent ici aujourd'hui. Racontez-nous un peu ce qui se passe au mois d'août 2014 avec le plus de détails possible, toujours d'une manière chronologique. Oui, donc j'ai débuté mon quart de travail à 8 heures le 27 août 2014, lorsque j'étais assis à mon bureau et le téléphone a sonné. Et j'ai vu sur l'affichage du téléphone, c'était marqué Gina Laporte. Gina Laporte qui était la conjointe de M. Roy, avec le numéro de téléphone. Donc je me doutais fortement que c'était M. Roy qui m'appelait, étant donné que c'était le numéro qui apparaissait sur l'affichage lorsque M. Roy m'appelait. Donc j'ai pris l'appel.
Et M. Roy s'est identifié à moi. Il a dit bonjour, enquêteur Lemieux, c'est Mario Roy. Par la suite, il a commencé à discuter et j'ai vu tout de suite qu'il était agité dans son ton de voix. Il parlait un petit peu avec un ton élevé. Il m'expliquait qu'il avait reçu le jugement de la juge Hélène Bolduc concernant la garde de sa fille et que celle-ci avait décidé de placer sa fille jusqu'à majorité. Donc là, il a commencé à parler de façon un petit peu plus agressive, toujours avec un ton de voix élevé. Je l'ai laissé parler parce qu'il avait l'air vraiment en colère, donc je voulais qu'il ventile. De toute façon, je n'arrivais pas vraiment à placer un mot. Donc je l'ai laissé parler, puis M. Roy, de façon un peu plus colérique, avec rage, s'est mis à dire des propos un peu plus menaçants à l'endroit de la juge Bolduc. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je prends la première feuille qui est sur mon bureau. Quand je vois que les propos commencent à être menaçants, je prends la première feuille qui est sur mon bureau, puis je commence à noter au fur et à mesure qu'il me dit les propos, ce qu'il est en train de me dire, les termes qu'il me dit. Je comprends que c'est arrivé en août 2014. Vous êtes capable de nous réciter de mémoire ce que M. Roy vous a dit à ce moment-là? Oui, en fait, M. Roy était mécontent du jugement, donc il n'était pas content que les arrestations n'avaient pas été effectuées encore à l'endroit de la juge. Cette dernière faisait partie des personnes dont M. Roy avait fait des plaintes dans mon dossier. Donc, il trouvait que ça ne bougeait pas assez vite. Donc, il a dit qu'il était pour aller faire une arrestation civile. Donc, il était pour aller l'arrêter de façon civile avec des gens qui avaient du port de Cayenne et des permis de port d'armes. Il a dit qu'il n'y a pas personne qui pourrait l'arrêter, que si nous, en parlant des constables, on essayait de l'arrêter, il faudrait lui tirer une balle dans la tête. Donc, c'est ça. Il disait que c'était une trou de cul, corrompu, un bandit. Il n'y a pas personne qui pourrait l'arrêter. Qui était pour venir faire des arrestations civiles, puis que c'est ça, si on voulait l'arrêter, il va falloir lui tirer une balle dans la tête. Il disait qu'il exigeait un nouveau jugement, et 3 millions de dollars, sinon c'était pour péter. Est-ce que monsieur a mentionné comment il avait l'intention de procéder aux arrestations? En fait, c'est ça, il a dit qu'il était pour venir avec des menottes et des personnes, aller du port de Cayenne, des personnes qui ont des permis d'armes et qui voulaient venir faire des arrestations civiles. C'est pas la première fois que M. Roy parle d'arrestation civile. Là, il se réfère à un article du Code criminel pour arrestation citoyenne. Quelle formation? Là, vous avez parlé de votre formation que vous avez suivi à l'école de police. Oui. Lors des premières audiences, vous aviez parlé que vous aviez 3 semaines de formation seulement, ainsi que quelques courtes formations. Pouvez-vous expliquer les formations que vous suiviez à l'école de police exactement? Qu'est-ce que ça l'encourt? Est-ce que vous parlez de niveau enquête? Oui, de niveau enquête. Pour devenir un enquêteur, oui. Vous avez parlé que vous avez suivi un cours de criminologie, vous êtes une règle d'exception. Puis-je savoir la formation que vous avez suivie dans vos techniques d'enquête? Expliquez au jury comment une technique d'enquête est faite. En fait, ça c'est un petit peu loin, là. Quelques années, mais si je me souviens bien, là, on a beaucoup de formation au niveau du droit. Donc, certains articles du Code criminel que les enquêteurs doivent appliquer lors de leur fonction, c'est-à-dire ce qui a trait des pouvoirs d'arrestation et les pouvoirs de remise en liberté. Donc, les mandats, les promesses, les citations. Et l'article 495 qui englobe vraiment les pouvoirs d'arrestation d'un agent de la paix. Ensuite, on nous explique diverses techniques d'enquête, c'est-à-dire des méthodes pour arriver à ramasser de la preuve. Ça peut s'agir d'écoute de vidéos, de témoignages. J'ai eu une formation en interrogatoire de témoins et de suspects avec des acteurs qui jouaient le rôle de témoins et de suspects. Donc, j'ai appris comment monter un interrogatoire et à faire l'interrogatoire. J'ai aussi suivi des cours de scène de crime, comment arriver sur une scène de crime et recueillir la preuve sans suivre la scène. Et j'ai eu des cours de comment monter un dossier d'enquête, donc un précis des faits, du moment qu'on... En fait, c'est de A à Z. Du moment qu'on reçoit un rapport d'événement jusqu'à la remise au procureur d'un dossier complet. Vous avez parlé de formation d'interrogation de suspect. Oui. Dans la plainte criminelle que j'avais déposée en bonne et due forme au palais de justice auprès de vos confrères, les constables spéciaux du palais de justice Saint-Jérôme,
Pouvez-vous expliquer à la Cour combien de suspects avez-vous rencontrés pour interrogation? En fait, je n'ai pas rencontré aucun suspect étant donné que... Ce que vous laissez sous-entendre au jury, c'est que vous aviez une enquête entre les mains qui était assignée par votre capitaine, qui était votre travail pour lequel vous étiez rémunéré. Et vous avez, avec un cours, une formation en criminologie, avec les preuves que vous aviez, si je suis bien en train de comprendre ce que vous êtes en train de dire au jury, c'est que vous n'avez rencontré aucun suspect. Je n'ai pas vu l'utilité de le faire. Vous n'avez pas vu l'utilité de le faire. Est-ce que j'ai dit directement, lors de notre entretien téléphonique, que je voulais tuer quelqu'un? Non. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Alors, merci beaucoup. À 9h30 demain matin, vous allez, si c'est à décider que vous présentez une défense, bien sûr, votre témoignage est permis. Et vous avez annoncé que vous anticipez appeler votre conjointe ainsi que le docteur Mayou. Le cours permet à ce que ces témoins soient appelés, mais vous mettez en garde qu'il se peut qu'il va y avoir des interventions ponctuelles si le cours croit que le témoignage n'est pas pertinent. Donc, je voudrais que ce soit clair. En permettant qu'il soit appelé comme témoin, c'est pas une permission à large de poser n'importe quelle question. Je veux savoir, est-ce que vous allez lui envoyer un subpoena ou je l'appelle simplement comme... parce que normalement, il aurait droit à un revenu aussi. Là. Je suis prête, si vous voulez, si vous pouvez l'appeler, oui. Ben, si vous voulez préparer un subpoena d'ici demain matin, je pourrais le signer demain. Là. OK. On laisse de côté que vous étiez saint d'esprit, il n'y a personne qui conteste ça, mais vous décrire votre personnalité. Il me semble que ce n'est pas pertinent. Bien, c'est extrêmement très pertinent, justement. La preuve, j'ai le droit de défense pleine et entière, et l'affaire, c'est qu'il y a un crime contre ma personne et contre ma famille présentement, et y aller dans cette optique-là et de ne pas faire témoigner M. Mayou, ça serait encore fermer les yeux sur un crime qui se commet, parce que dans les jugements, sur la preuve que je vais établir, ces gens-là commettent encore des crimes aujourd'hui, et le fait de dire que c'est pas pertinent, c'est complètement approuvé de continuer ces crimes-là, comme j'ai prouvé au jury hier, madame, selon l'article 120, madame ce qu'elle fait, selon les jugements établis, selon la preuve que vous cachez, que vous ne voulez pas montrer au jury, la preuve révèle que ces jugements-là sont faussés. Donc, qu'est-ce que ces jugements-là font? Ils provoquent un état dans ma tête. Okay? Maintenant, ce que moi, j'ai dit que je ferais le téléphone, je ne l'ai jamais mis, et selon la loi, selon votre loi, que c'est pas moi qui l'ai établie, mais que je respecte et que je tente d'appliquer, selon votre loi, il y a des gens qui l'enfreignent et qui jouent dans la tête de des familles et qui mettent des gens complètement dans la faillite. Il y a même des gens ici que leurs femmes se sont suicidées suite à ça. Et il est temps que ça cesse, là. La partie de fesse, c'est fini, là. Ouais. Vous avez déjà, jusqu'à présent, vous avez eu la chance de soumettre cette opinion-là. Exactement, et le jury se doit d'entendre mon témoin parce que je reviens au témoignage j'ai le droit d'aller procéder aux arrestations et même un acquittement selon la loi ou un arrêt des procédures l'autorise de continuer parce que je ne changerai pas ma notion. Moi, je suis en train d'établir qu'il y a un crime qui se commet et que présentement, il y a une enquête qui se passe devant le jury et vous l'enfreignez en cachant une preuve et en me soumettant des idées. Donc, je crois que selon le témoignage de M. Mayou, ma version va être très appréciée du jury et probablement que le jury demandera à voir tout le dossier au complet pour vraiment faire une preuve parce que ça ici, c'est pas un procès
de bluff. Là. Et moi, on m'a mis en prison 6 jours, et ce que j'ai vécu là, je ne deviens pas violent. Plus qu'on me met en prison, il y a des procureurs qui ont dû comprendre, plus qu'on me met en prison, plus que je deviens guerrier pour la justice. Ça fait l'effet contraire, ils commettent l'effet contraire. Si je serais un malade, il ferait longtemps qu'il y aurait des gens qui seraient décédés. Mais qu'est-ce que ça ferait? Les enfants ne verraient pas. Donc moi, je dois prouver au jury que ça doit continuer et qu'il doit se passer quelque chose. On ne m'acquitte pas pour les laisser continuer le crime et dire qu'on continue de même au Québec. C'est faux, là. J'ai fait de la prison et présentement, c'est pas moi. Il y a un procureur qui m'a mis en prison dernièrement. Vous avez la clé USB. Il a comploté avec un procureur qui est sur ma liste des témoins, qui se doit d'être ici parce qu'elle a déposé j'ai encore des accusations pendantes. Là. Oui, je t'ai quitté graduellement. Je viens d'avoir un arrêt des procédures par des policiers qui m'ont attaqué dans mon véhicule alors que j'étais attaché. Quand est-ce que ça va cesser les crimes à mon égard? Okay. Je veux revenir donc, M. Mailloux se doit de témoigner sur mon état d'esprit et sur le téléphone que j'ai fait. Et M. Mailloux est en preuve, était témoin, que vous dites qu'il est expert ou pas, il a été témoin de crimes commis dans un palais de justice de parjure. Et présentement, le crime commis, il y a 4 enfants qui sont privés de leur mère. Et son beau-père. Et ces enfants-là vivent réellement une aliénation parentale. On a tous les enregistrements. Et c'est temps que ça cesse, puis arrêtez de me dire que c'est pas pertinent. Je vous ai demandé de vous récuser plusieurs fois dans ce processus et vous ne le faites pas. Donc, vous lésez mes droits dans le but complètement que les crimes se commettent encore. Et c'est banalisé. Il y a des pouvoirs que le jury a présentement, et faire une entrave selon l'article 120, c'est ce que vous êtes en train de commettre. Alors, je vous demanderai de respecter le décorum aussi. Alors, votre position est notée, M. Roy. Oui, merci. Suite à nos échanges et avec égard pour votre opinion, je ne peux pas le partager. La Cour ne croit pas que le témoignage proposé du docteur Mailloux est pertinent pour cette affaire, considérant qu'il y a une présomption que vous êtes saint d'esprit, que vous étiez saint d'esprit le 27 août 2014, considérant que ce fait n'est pas contesté par la poursuite, considérant que votre défense n'est pas une défense d'aliénation mentale, tout le contraire, considérant que le docteur Mailloux ne pourra pas témoigner sur ou émettre des opinions sur s'il croyait qu'il a été témoin de la commission d'un crime lors d'une audition quelconque, considérant également qu'il ne fait pas partie des éléments essentiels que la poursuite doit prouver, que si le juge des faits arrive à la conclusion que votre intention annoncée d'arrêter le constitue une menace de violence et ou une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, ça c'est une décision pour le jury, que la poursuite ne sera pas obligée d'aller au-delà de ça et de prouver qu'effectivement c'était vraiment votre intention arrêtée d'exécuter vos propos, c'est-à-dire de procéder à l'arrestation de Mme l'autre dans le réseau que vous avez décrit. Alors, le témoignage du docteur Mailloux, que le cours n'a aucune hésitation à décrire comme un expert dans le domaine de la psychiatrie, n'a pas de pertinence dans ce dossier. Son témoignage ne sera pas permis. Août 1971. Et votre occupation? Président du Centre d'entraide familiale d'unité. Je vous remercie. Donc hier, nous étions rendus au 3e jugement. Monsieur, Madame les jurys, étant donné que vous avez été mandaté pour présider ce jury-là, vous êtes les juges. Hier, j'avais annoncé qu'il y avait M. Pierre Mailloux qui venait de témoigner, qui est ici dans la salle. Avant hier, il y a eu une argumentation, c'est important que vous le sachiez, il y a eu une argumentation concernant le témoignage de M. Mailloux qui était pertinent pour la cause. À ce moment-ci. Excusez, je suis en train de parler. Non, un instant. C'est une intervention, oui, à Maître Caron. Écoutez, monsieur le juge, je crois que je sais où M. Mailloux va s'en va. Il va tenter d'expliquer pourquoi le docteur Mailloux ne témoignera pas. C'est sûr qu'il y a une décision du tribunal. Je pense que le jury peut être mis au courant de ça, du fait qu'il ne témoignera pas ce matin et qu'on va poursuivre avec M. Roy
mais sans plus. Le jury n'a pas à être informé des raisons pour lesquelles le docteur Mailloux ne témoignera pas ce matin. Juste un instant, monsieur Maître Caron, vous avez tout à fait raison qu'en temps normal, lorsqu'il y a des discussions hors jury, les parties ne devraient pas faire part de la nature de ces discussions. Une fois que le jury est de retour dans la salle d'audience. Mais nous avons constaté depuis le début de ce procès que M. Roy n'a pas une très grave confiance dans l'administration de la justice et informé le jury de plusieurs facteurs qui fait en sorte qu'il n'a pas confiance. Et dans ce cas particulier, je sais que tout ou tard, M. Roy va informer le jury, même si je mettais une ordonnance au contraire. Alors, je vais lui permettre, et j'aurai une mise en garde de donner au jury par la suite. Là. Alors, allez-y, M. Roy. Puis, il se peut que je vais vous interrompre pour donner une mise en garde au jury, mais allez-y. Donc, la vérité, c'est que M. Mailloux aura assisté à plusieurs procès et a été témoin de parjure, et M. Mailloux pouvait le témoigner ce matin qu'il a vu des personnes se parjurer, commettre des crimes contraires complètement. Et M. Mailloux, concernant sa capacité, avait amené, comme il était demandé sur le mandat. Le mandat, un bref de subpoena, c'est que s'il ne se présente pas, c'est signé par le juge, il peut être arrêté. Donc, il avait une ordre de la Cour de se présenter, et on avait eu des arguments alors que vous n'étiez pas là, et les arguments avaient été présentés correctement et approuvés. Donc, sinon, il n'y aurait pas eu de mandat de bref de subpoena. M. Mailloux a pris la peine, étant donné que c'est un psychiatre qui est quand même... il y a des gens qui l'aiment et qui ne l'aiment pas. M. Mailloux avait été demandé d'amener son CV concernant ses capacités, pour pas qu'il y ait de préjugés. Donc, je les pose en preuve. Non, c'est pas pertinent. Donc, comme vous voyez, depuis le début des procédures, il y a des preuves que je vous dis que c'est très pertinent pour le dossier. Et un témoignage, le témoignage de M. Matin, il a été jugé non pertinent, alors que la loi dit bien que, dans le cas de M. Mailloux, c'est un expert psychiatre qui a été reconnu dans ces dossiers-là, dans ces procès-là. Et un témoignage ne peut pas être jugé pertinent s'il n'a pas été entendu, ni même soumis devant un juge. Donc, le juge Brompton n'est pas en mesure de dire si c'est pertinent ou pas. Donc, la réalité, c'est que M. Mailloux il est ici pour dire une vérité, et le juge Brompton refuse que vous la sachiez. Donc, je vous demande d'en tenir compte dans les recommandations qu'il va vous faire, parce qu'il tente depuis le début de vous induire en erreur. Donc, le juge refuse de voir les capacités de M. Mailloux, et je vais lui remettre son bref de subpoena qui a été signé pour qu'il puisse prendre les mesures nécessaires. J'attends que vous reveniez. Je vais intervenir. Mais je vais être obligé, votre honneur, je vais argumenter tout de suite avant que ça débute devant le jury. En effet, c'est que ma défense se base sur l'article 494.1. Je me dois de prouver devant le jury que, selon cet article-là, il y a des crimes de commis. Donc, c'est pas un survol que je vais faire. Je vais montrer au jury qu'il y a eu des crimes de commis à l'égard de ma famille, à l'égard de la famille de ma conjointe. Et ça, étant donné qu'il y a eu un jugement soulevé, mais ça n'inclut d'autres jugements en réalité. Donc, le jury se doit d'entendre la preuve qu'il y a des crimes. Donc, à partir de là, le jury pourra être induit dans la vérité concernant l'article 494.1 et ne pas supposer des crimes alors qu'ils ont réellement été commis. Je me dois de faire la preuve au jury qu'il y a eu des crimes de commis à mon égard, selon les codes de droit, et aussi je dois démontrer la preuve que tout le long des procédures jusqu'à présent, il y a plusieurs mesures dilatoires de prix. Le jury se doit d'être au courant qu'est-ce qu'une mesure dilatoire. Le jury se doit de savoir aussi que le procureur Jean Caron, présentement, il y a une clé d'USB de déposer, que le procureur, ici présentement, il a comploté, et je dis bien comploté avec un procureur Ariane Guérin qui est sur la liste de témoins que vous refusez de venir ici. Ils ont comploté pour que je sois incriminé jusqu'en 2019, alors que le procès était prévu jusqu'en 2019, et j'ai l'enregistrement déposé. Donc, ici, on parle selon le code de droit, une entrave à un procès, et le jury se doit savoir que je suis accusé présentement par un individu qui a commis des actes criminels tout au long de la procédure présentement.
et que le jury se doit de savoir que le procureur Caron va essayer de soulever plein de doutes, plein de ça, empêcher la preuve d'être établie, alors que ça va être encore un crime qu'il va commettre. Donc on est dans une cause criminelle, on est devant le bon tribunal, et il est temps que la justice soit rendue dans un dossier d'enlèvement d'enfants. Très bien. Alors, écoutez, parce que j'ai le droit de mes témoins qui sont refusés. Je vous informe immédiatement que votre argumentation basée sur votre droit de procéder à des arrestations en vertu de l'article 494 ne peut pas être soumis au jury parce que en droit, vous n'aviez aucun droit d'arrêter qui que ce soit. C'est complètement faux. C'est ce que ma preuve va révéler et votre interprétation est complètement erronée. Il y a un policier de la Sûreté du Québec Monsieur qui Roy, a témoigné là-dessus, vous l'avez refusé. On connaît les règles, là. Moi, je vous Mais écoute. vous ne la respectez pas. Et une fois que moi je commence à parler, vous devez attendre. Alors, malgré votre opinion, et encore une fois, ma décision n'est pas prise pour vous vexer, c'est ma compréhension du droit. Et si j'ai tort, et encore une fois, si jamais vous êtes trouvé coupable, vous avez tout à fait le droit de soulever cette erreur, qui est une erreur de votre esprit devant la Cour d'appel. Mais je vous dis que c'est mon intention d'informer le jury que vous n'aviez aucune justification la journée que l'appel téléphonique a été fait pour arrêter qui que ce soit. Ceci ne veut pas dire, ce fait ne fait pas en sorte que vous êtes coupable de soit un ou l'autre des deux chefs d'accusation, mais c'est la réalité juridique, c'est la réalité en droit. Donc, écoutez, je comprends nous n'aurions pas... La Charte des droits et libertés. Non, ben, je comprends que je ne pourrai pas vous convaincre, donc ce serait durant la défense, si je dois intervenir, je vais intervenir. Donc, est-ce que je peux faire venir... J'ai pas fini d'argumenter face à ça. Parce que là, vous invoquez, ça peut être une erreur de droit à invoquer. Le procès est présentement en train de se faire. On empêche de faire une preuve, d'établir une preuve. Oui, oui. Dans le but, écoutez-moi, oui, je suis en train de parler. Non, ben, c'est parce que je viens de prendre une décision. Donc, c'est pas... Une fois que j'ai pris la décision, on ne revient pas sur la question. Informé au préliminaire. Très bien. Alors, on peut faire venir le jury. Si, une fois que vous allez témoigner, je vais vous demander d'être dans la box de témoins, mais pour le moment, alors, bonjour, mesdames et messieurs. Donc, le procès continue. Monsieur Roy a informé la Cour qu'il a une défense à présenter aux accusations. Alors, je l'invite, et il m'a informé également qu'il désire faire un bref exposé préliminaire. Alors, l'exposé préliminaire, ce n'est pas de la preuve, donc je vous demande de porter toute votre attention à M. Roy. M. Roy. Et bonjour, monsieur, madame les jurys. Si vous êtes ici présentement réunis, c'est premièrement ma demande. C'est moi l'accusé ici, dans le procès qui a lieu. C'est moi le premier qui a fait une enquête, comme vous avez entendu. Et c'est moi qu'on a arrêté pour fermer la gueule, comme on dit, pour me fermer la trappe. J'ai ici 20 quelques mille pages de preuves à vous présenter concernant un réseau d'enlèvement d'enfants. Mais avant de devenir un réseau, avant que je découvre tout ça, c'est qu'il y a des gens qui ont abusé du système, des gens qui ont infiltré le système, parce qu'on a un système de justice défaillant au Québec. Nous avons un système de justice qui enlève les enfants volontairement et qui protège la preuve, dans le but de protéger leurs confrères qui sont avocats et juges. La réalité au Québec, c'est que notre système est réellement protégé et on vit sous un joug. Moi, j'ai une preuve à vous démontrer que je suis accusé sur une enquête que j'ai menée sur des abus sexuels qu'il y a eu envers mon enfant et que pourquoi il y a eu des protections, je vais vous faire la preuve
que la personne était membre exécutif d'un parti politique à l'époque. Et pourquoi je me représente ça? Je vais vous faire la preuve que des avocats, ils ont un code de déontologie et quand il y a un crime de commis, ils ne peuvent pas prendre un dossier pour caler le confrère. Je vais vous citer des points de droit tantôt, l'article 2.02 du code de déontologie des avocats. Je suis en conflit d'intérêts avec tous les avocats du Québec. Pas de ma volonté. C'est contre mon gré. Vous allez voir la raison, le pourquoi je me représente seul, pourquoi je me suis ramassé pratiquement à la rue à vivre dans le fond d'un cabanon, sur le bord d'un lac, pourquoi je me suis isolé au lieu de devenir une personne folle. Et j'ai recherché dans tout au fond de mes tripes comment venir en aide à mes enfants et faire mon droit de citoyen de porter en aide et secours aux gens qui sont en danger. Je vais vous faire la preuve, vous allez entendre dans les témoignages, dans mon témoignage. Vous allez voir que je vais essayer souvent de lever des preuves juridiques. Et il va y avoir un juge qui va vous soumettre que ce n'est pas pertinent alors que c'est le cas. Le seul but, c'est de vous cacher une preuve concrète dans le procès. Le procès, présentement, est parti, ce que j'appelle sur des chapeaux de roue, le procès est parti à l'encontre de la justice. Dans un procès, les règles de base, c'est que chaque partie a le droit de recevoir les notes sténographiques complètes et a le droit de recevoir les procès-verbaux. Or, hier, j'ai eu la démonstration alors que vous n'étiez pas là, c'est pour ça que vous quittez. Il y a des crimes qui se commettent à mon égard présentement. Je n'ai jamais reçu de procès-verbal et la seule note sténographique que j'ai reçue, elle est incomplète. C'était le témoignage de l'enquêteur Geneviève Lemieux qui est incomplet. Donc, on me demande de vous faire une défense ici, alors qu'il y a des accusations jusqu'à 14 ans de prison. Alors que les preuves que j'ai, c'est qu'il y a des avocats et des juges qui sont complices d'un réseau d'enlèvement et qui souffrent 1 milliard de dollars en budget au Québec, à vous, les citoyens. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que ce soit vous. Je vous ai tous acceptés. Tous acceptés, sans douter de votre capacité d'intelligence et de conscience qu'on vit dans un système de corruption. Vous allez voir que le procureur va tenter de me discréditer, de dire que je suis un opposant au système judiciaire, aux instances gouvernementales, ce qui est complètement faux. Vous allez voir que je me suis même présenté aux élections comme candidat indépendant. Vous allez voir une preuve concluante que j'ai gravi les échelons graduellement dans le respect des constables à Saint-Jérôme et qu'ils ont eu des ordres de m'escarcérer au mois de novembre dernier. Et depuis ce temps-là, j'ai plus de revenus. On tente de me couper les vivres complètement afin que je ne me présente pas ici en cours. Et ce que vous ne savez pas présentement, ma mère est mourante, est en phase terminale. Et je suis ici devant vous pour mon devoir. Je ne demande pas de remise, je veux que le procès ait lieu le plus rapidement possible. Parce que je sais que ma mère tient à ce qu'il y ait justice dans le dossier. Elle a été victime, elle aussi, une grand-mère qui n'a jamais pu voir sa petite fille. Parce que le DPJ a mis un pédophile avec mon enfant et on m'a traité de fou et délirant. Monsieur, vous êtes en train, je pense, de tenter de témoigner. Alors, je révèle ce qui est en train de se faire et ce qui va se cacher devant leurs yeux. Et je vais vous demander vous-même, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous les juges aujourd'hui. C'est vous les juges du procès. Vous avez le droit de demander à avoir un dossier pour éclairer votre jugement. Vous avez le pouvoir. Maintenant, ne vous laissez pas influencer par un confrère. Je vais respecter la règle. Je ne me fâcherai pas. Un avocat, c'est facile pour eux, ils n'ont pas d'émotion à vivre. Moi, on parle de mes enfants, on parle d'un combat. Ouais. On parle de mon cœur qu'on m'a fait. Et aujourd'hui, je vais vous prouver que le jugement en question, donc, qui fait référence, empêche une mère de 4 enfants d'avoir ses enfants. Et non seulement d'avoir ses enfants, mais cette dame a fait 54 jours de prison sur des fausses allégations, sur des rapports de police complètement faux. On va vous faire la preuve tantôt, le procureur et même le juge vont vous dire que ce n'est pas pertinent au dossier, alors que c'est la réalité. On veut me mettre en prison pour fermer la preuve de ce dossier-là, qui inculte plusieurs instances. Une dame qui a fait 54 jours de prison pour un rêve. Quelle raison faisait-elle des rêves? La dame a une explication à vous fournir, et c'est moi qui ai même 2 juges j'ai été condamné à faire ces travaux-là. En forme juridique des travaux communautaires. Je vais faire la preuve dans ce procès-là. Le sort des enfants au Québec est d'entre vos mains, parce qu'à la suite du procès, si toute la preuve s'établit, vous seriez en mesure de demander en tant que juré, en tant que témoin visuel et auditif de crime qui s'est commis, par une preuve. Vous êtes ici, vous devez juger par une preuve. Et je vous le dis, là, les preuves sont ici. Ils sont ici présentement. Et j'en ai encore à la maison à vous ramener dans d'autres journées.
Mais c'est la réalité. On va tenter de vous dire que ce n'est pas pertinent dans le but que vous me mettiez 14 ans en prison pour fermer ma gueule. Donc vous allez voir quelqu'un qui lutte, pas parce que je suis rebelle au gouvernement, parce que premièrement j'aime mes enfants et que j'ai réalisé que devant le DPJ se vante de faire 38 000 à 50 000 signalements par année depuis une quinzaine d'années. Il y a eu à l'époque les enfants du Duplessis, et je vais vous montrer aujourd'hui qu'on est à l'ère des enfants du DPJ. J'ai des témoins que j'aurais à vous fournir. J'ai une liste de 52 témoins, et selon les procès-verbaux, ils seraient obligés d'être ici. On m'empêche d'avoir les procès-verbaux pour ne pas signer ces témoins-là. Vous allez entendre demain le témoignage du Dr Pierre Mailloux, expert psychiatre, qui a assisté à ces procès, et jamais en 400 procès il a vu de telles choses. Je vous garantis une chose, vous allez voir obstruction de toutes parts afin de faire la preuve, mais je vais faire mon possible de vous sensibiliser à ce qui se passe réellement, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas obligé de témoigner. Vous avez entendu hier les témoignages, et c'était percutant que je n'ai pas fait de menace de mort. Mais j'ai décidé de témoigner au risque de ce qu'ils veulent me tenter, mais j'ai foi en ma preuve, je sais que je suis solide, et je ne serai pas sur les réseaux sociaux depuis des années à me mettre publiquement sur des oui-dire. Vous ne pouvez pas me juger sur des oui-dire, mais sur une preuve. C'est vos instructions qui vous ont été données. Et vous allez voir que la preuve, il y a un article de droit que je veux invoquer. Et eux veulent prouver qu'il n'y a pas de crime commis. Mais les juges n'ont pas l'immunité face au crime. Je vais vous le prouver dans le procès. Et je vais vous prouver aussi qu'un juge qui fait un entrave peut même être incriminé. L'article de droit que je vais vous... Surtout, j'ai plusieurs articles à vous citer dedans. Mais ce que je vais vraiment vous démontrer, c'est que j'ai été légitimé et je suis en preuve de prouver qu'une femme qui a le titre, pas qu'une, mais 2 femmes à Saint-Jérôme qui ont le titre de juge et n'ont aucune capacité. Et si ce n'est pas la capacité, c'est la mauvaise foi. Or, si c'est la mauvaise foi, elles n'ont pas affaire à être là, parce qu'ils autorisent des enlèvements d'enfants au bénéfice. Alors, M. Roy, je vais intervenir à ce moment ici parce que votre exposé va au-delà de qu'est-ce qui est attendu par un exposé préliminaire. Alors, je demanderai d'appeler votre premier témoin ici. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on me presse. Donc, je sais que vous allez comprendre et je vais amener à la barre mon premier témoin. Merci beaucoup.